Bonjour à toutes et à tous sur ma chaîne des anorexies. L'objectif de cette chaîne est de fédérer une communauté bienveillante qui souhaite mieux comprendre et mieux prendre en charge les troubles du comportement alimentaire. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de partager un moment avec Déborah, une jeune femme de 21 ans, qui a accepté de se livrer au sujet de son trouble du comportement alimentaire. Alors bonjour, bienvenue à Déborah. Donc là, on est ici sur ma chaîne qui s'appelle Des Anorexies, qui est une chaîne qui a pour objectif de mieux comprendre les troubles du comportement alimentaire, de mieux comprendre les personnes qui en souffrent, d'aider les familles, les proches à comprendre ces troubles afin de mieux réagir et d'aider aussi les thérapeutes à comprendre leurs patients et ce qui se passe un petit peu dans leur tête. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Déborah qui a accepté de témoigner. Vraiment, je la remercie beaucoup. C'est la première à témoigner sur la chaîne, donc je suis vraiment très très honorée qu'elle ait accepté mon invitation. Voilà, donc Déborah, je te laisse te présenter. Alors, bonjour, je m'appelle Déborah, j'ai 21 ans, je suis actuellement étudiante, j'ai eu mon bac il y a 2 ans. Et là, maintenant, je suis étudiante en biologie, en licence SVT. Je suis qu'à la première année. En plus, cette année, c'était un peu compliqué. Et voilà. D'accord. Après, je pense qu'il y a des questions, on va apprendre plus Oui. sur moi. Alors, ouais. Donc, de quel trouble du comportement alimentaire souffres-tu ? Du coup, moi, c'est de l'anorexie. D'accord. Est-ce que tu as une idée de l'âge à peu près où ça a commencé ? Alors, de ce que je me souvienne, on va dire que je pense que les premiers troubles vraiment sont apparus, je devais avoir à peu près 14 ans. Mais bon, il n'y avait rien de grave à cette période-là. Et encore maintenant, quand je le dis à mes parents, ils ne me croient pas. Donc, vraiment, c'était vraiment discret dans mon coin, mais c'est moi, maintenant, je m'en rends compte. Oui, d'accord. Rétrospective. Ni moi, ni personne ne se disait c'est pas normal. Oui. D'accord. Est-ce que tu peux décrire comment a évolué ta relation avec la nourriture depuis que tu as observé ces troubles ? En fait, moi, je pense qu'au départ, je voulais faire un petit régime, sachant que je n'avais pas énormément de poids à perdre, j'ai jamais été en surpoids. Mais je voulais quand même perdre un peu de poids, parce que c'était la mode, on va dire. Et je me suis petit à petit intéressée à l'alimentation vraiment saine. Et en fait, je suis rentrée dans cet engrenage. Et c'est là qu'on peut dire que j'ai peut-être fait un peu, et que j'en fais peut-être encore actuellement, de l'orthorexie, parce qu'en fait, je me suis mise à sélectionner des aliments. Et honnêtement, il y a des aliments, là, à l'âge de 21 ans, je ne les ai peut-être pas mangés depuis mes 14 ans. Vraiment. Et ça s'est manifesté par un petit régime. Après, au départ, je me suis fait un peu vomir. D'accord. Mais il faut savoir qu'à l'heure actuelle, ça ne m'arrive pas, ou vraiment très très rarement. Et c'est vraiment pas l'habitant qui est mon truc là, c'est vraiment au niveau de la façon de s'alimenter. Oui. Mais voilà, petit à petit, j'ai éliminé des aliments. Et en fait, à chaque fois que j'ai éliminé, c'était facile d'éliminer un aliment, mais impossible de le rajouter en fait, de le remettre dans mon alimentation. D'accord. Et du coup, petit à petit, ça fait de plus en plus et ça finit mal. Ouais. Alors pour information, l'orthorexie, c'est un trouble qui vise certaines personnes et qui veulent s'alimenter très très sainement, et ça devient obsessionnel en fait. Donc elles éliminent ces aliments qu'elles estiment ne pas être sains, et ça devient restrictif et ça peut basculer dans un trouble du comportement alimentaire plus important. Et puis donc si on en vient maintenant à la relation à ton corps, à ton image depuis que le trouble a commencé, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire ? Alors l'évolution par rapport à mon corps,
j'ai jamais été trop touchée par ça. Donc à la base, j'ai vraiment voulu faire un régime pour perdre un peu de poids. Mais on m'a jamais dit, à part un peu mon père qui essayait de m'alarmer pour pas que je prenne trop de poids, mais voilà, c'était pas loin de là, c'était comme tous les parents. Si on met la cuillère dans le pot de Nutella, ils vont me dire fais attention, quoi, normal. Ma mère, pareil, mais enfin, j'ai jamais été harcelée à l'école, j'ai jamais eu de problème avec ça, on m'a jamais dit tu es grosse, on m'a jamais. Rien de tout ça. Mais pour moi, je voulais faire un petit régime. Mais après, en fait, j'ai perdu du poids sans spécialement m'en rendre compte. Et après, voilà, je voulais être mince, mais c'était pas mon objectif et ça m'empêchait pas d'avoir des copains, d'avoir des choses comme ça. Et des copains qui me trouvaient très bien comme j'étais et ça m'empêchait pas de perdre du poids. Donc, c'était vraiment, en fait, comme je suis rentrée encore une fois dans l'engrenage d'enlever des aliments, c'était ça qui m'a fait perdre du poids que moi de vouloir me voir perdre du poids. Et tu évoquais les remarques de ton papa, tu l'as pris peut-être un peu mal, le fait qu'il te mette en garde sur l'ingestion de certains aliments ou pas plus que ça? Non, franchement, pas du tout. C'est maintenant, à force que les psychiatres, les psychologues, tout ça, nous rabâchent toujours que c'est peut-être dans le cadre familial, tout ça, que du coup je l'ai relevé en disant bon d'accord, peut-être que petite j'ai eu mes parents qui m'ont dit de faire attention, de pas trop manger de ci, pas trop manger de ça. Mais à l'époque, quand mon père me disait ça, c'était normal et encore aujourd'hui je me dis que c'est normal quoi. Oui. Enfin moi si demain j'ai des enfants, pareil, si je les vois manger trop de quelque chose, faut jamais être dans l'abus et c'est normal, c'est l'éducation moi je trouve. Oui. Il veut juste éviter d'être dans l'excès. Ok. Voilà. Et alors, finalement, le diagnostic du trouble alimentaire, il a été posé à quel moment dans ta situation? Alors, on l'avait évoqué peut-être à mes 16 ans, quand j'avais fait une première perdu une première fois pas mal de poids. Mais ça n'a jamais été vraiment... Un médecin l'a dit, mais on ne s'est jamais attardé dessus. Et par la suite, j'ai repris du poids, donc personne ne s'est jamais soucié de ça. Je pense que même mes parents, ils n'ont pas spécialement fait des recherches par rapport à ça. Mais après, le diagnostic a vraiment été posé après la Noël de 2019. Pour la nouvelle année, en fait. J'ai fait un voyage pour la Noël. Et en fait, c'est pendant ce voyage-là que mes parents se sont rendus compte que, en fait, je me suis retrouvée face à des cartes qui ne parlaient pas français. Je me suis retrouvée incapable de manger au restaurant, quoi. C'était un calvaire. Et je pense que c'est vraiment ça qui les a alarmés. Ils se sont vraiment rendus compte que là, il y avait un souci et que en être au point de ne pas manger pratiquement pendant une semaine parce que j'arrivais pas à voir les cartes, à comprendre et à être sûre de ce qui allait dans mon assiette. Là, ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème. Et quand on est rentré, de suite... diététicienne, des choses comme ça, et de suite ça a été posé quoi. Donc c'était aux alentours de 19 ans à peu près? J'avais pas encore 19 ans, j'allais avoir 19 ans, ouais. D'accord. C'était l'année de mes 18 ans. Alors finalement, le professionnel qui l'a annoncé, c'était un médecin, c'était un psychiatre? Je pense que c'était mon médecin généraliste. D'accord. Qui a dit là ce coup-ci faudrait voir tout ça. Après j'ai été voir une diététicienne qui elle l'a dit directement. Ouais. Elle n'a pas cherché à comprendre. Et après je sais plus exactement dans quel ordre ça s'est fait. Mais après c'est allé très vite à partir de ce moment-là. Parce qu'après j'ai été en hôpital de jour, tout ça, et c'est allé vraiment super vite. D'accord. Et toi, comment tu as réagi face au diagnostic? Moi, il n'y avait pas de problème. Et en fait, comme même moi, je n'étais pas informée sur la maladie, pour moi, je n'allais pas finir en hôpital. J'allais juste rester fine comme ça et j'étais contente, en fait. J'étais bien, je me sentais bien, j'avais pas de soucis particuliers. J'avais pas de problème de force, j'avais pas... Non, tout allait bien, en fait. Franchement, tout allait bien pour moi. Tu voyais pas de problème particulier, donc c'était plutôt une forme de déni. Tu avais plutôt l'impression d'être un peu dans le déni. Ouais. Et dans le déni qui, au final, je trouve,
c'est même pas faire semblant de pas comprendre, c'est qu'en fait, on n'est pas... Enfin, on nous le dit pas, hein. Même... Enfin, on ne sait pas que ça peut vraiment mal finir, quoi. On en parle peu, en fait. Tout à fait. Et tes proches, comment ils ont réagi suite à ce diagnostic? Ils savaient pas trop comment faire parce que, encore une fois, voilà, ça a été posé en janvier. Et je pense que c'est à partir de là que mes parents d'eux-mêmes sont allés chercher sur Internet ce que c'était que l'anorexie, parce que même eux, je pense qu'ils savaient pas ce que c'était. Et voilà, en fait, ils se sont renseignés sur Internet. Bonne ou mauvaise chose, ça, je sais pas, parce que je pense qu'il y a pas que du bon et pas que du vrai. Du coup, je sais pas, franchement, je sais pas exactement ce qu'ils ont lu, mais je pense qu'il n'y a pas que du bon, hein. Ils n'ont pas été reconnus par les professionnels de santé, les médecins, ils n'ont pas été aiguillés. Les médecins, voilà, pendant les consultations, ou pour moi, pendant les consultations qui étaient pour moi, si mes parents étaient là, voilà, ils écoutaient, ils essayaient de s'informer. Mais en dehors de ça, personne ne leur a dit aller à des groupes de parole, des choses comme ça. Et de toute façon, ça n'existe pas vers chez moi, donc ils ne risquaient pas d'être informés, en fait. Encore, s'il n'y a pas du tout de groupe de parole à ta connaissance? Pas du tout. Enfin, ou alors, je ne le sais vraiment pas, mais vu comme je pense que j'ai cherché partout, et mes parents aussi actuellement, je pense qu'on le saurait. D'accord. Et les autres proches de ta famille, ou frères, sœurs, ou grands-parents, comment est-ce qu'ils ont réagi Alors, toute ma famille est sur le continent, mes grands-parents, tout ça, donc eux, ils n'ont même pas été informés. Ils ne le savaient pas. Après, peut-être que ma maman en avait parlé à des personnes proches, peut-être, mais mes grands-parents, je sais qu'ils n'étaient pas au courant, ça c'est sûr. Oncle et tante, je crois pas non plus. Enfin, voilà. Franchement, là, ce côté-là, c'était pas... Mais après, il y avait ma petite sœur qui, elle, franchement, j'ai pas trop le souvenir qu'elle ait réagi. Je pense qu'elle comprenait pas. Elle est plus petite que moi, donc je pense qu'à l'époque... elle comprenait pas et elle s'est pas inquiétée plus que ça. D'accord. Et mais après, moi, à cette période-là, j'étais en couple. Là, du coup, à ce moment-là, ça faisait plus d'1 an. Et en fait, c'est lui le premier qui s'en est rendu compte, parce que c'était avec lui que j'étais constamment. Et je pense que c'est même lui qui l'a dit à mes parents au départ, qui a dit, je pense qu'il y a un problème avec Déborah, enfin, des choses comme ça. Lui, par contre, ça le rendait complètement fou. Il comprenait pas, parce que depuis le début, il m'a connue à un poids normal et je lui plaisais très très bien à un poids normal. Il comprenait pas pourquoi je voulais perdre du poids, quoi. Et j'étais du coup très proche de sa famille à lui. Au final, je mangeais très souvent chez lui. Et en fait, ma belle famille, limite, c'était eux qui comprenaient pas trop, mais eux, c'est pas ma famille, enfin, c'est pas mes parents, c'est pas eux de m'éduquer, tout ça. Donc, à part essayer de faire en sorte que j'ai juste ce qui me convenait pour manger, ils pouvaient pas faire grand-chose. Après, ils m'ont beaucoup parlé. Donc, la maman de mon copain, j'ai eu des énormes discussions avec. Sa sœur aussi, ils essayaient de me parler, mais j'étais à un stade où tout ce qu'on pouvait me dire, j'allais répondre, mais ça allait rien changer pour moi, quoi. D'accord. Du coup, comment s'est passé ton parcours de soins depuis le diagnostic? Qu'est-ce qui a été mis en place? À partir de là, quand je vous dis que ça allait très vite, donc là, on était en janvier. J'ai vu la diététicienne 1 ou 2 fois. Ça n'a pas du tout servi, hein. À chaque fois que je la voyais, je perdais plus de poids, hein. D'accord. Parce qu'au final, en fait, j'ai tourné un peu la chose à ma sauce, quoi. Je pense tout ce qu'elle me disait, il faut que tu réintègres un petit peu de ça pour que ça aille comme ça. En fait, ce petit peu, ça voulait dire que si j'en mangeais un petit peu, au final, j'allais reprendre du poids puisque c'est ce qu'elle voulait. Donc en fait, je faisais tout le contraire et c'était encore pire, quoi. En fait, elle m'a limite, sans le vouloir, elle m'a informée de ce qu'il fallait surtout pas que je mange pour pas reprendre, quoi. Ouais, donc, c'était trop axé sur la reprise de poids, en fait, hein, parce que il y a tellement de même sans me dire de reprendre du poids. Elle m'a dit, il faut que tu manges ça pour au moins maintenir ton poids. Mais en fait, j'étais à un stade où
j'avais même pas envie. Donc, le moindre truc, elle m'a dit, essaie de manger ça. C'est tout. Même si je le faisais avant, j'allais plus le faire parce que j'avais peur que la chose qu'elle m'avait dit qu'il fallait que je mange, c'était ça qui allait me faire reprendre, quoi. Après, je suis vraiment rentrée là-dedans. Je voulais surtout pas reprendre le poids perdu, alors qu'à la base, je ne voulais pas le perdre. Et tu as été hospitalisée? Ah oui, du coup, après, donc à la suite, j'ai fait un petit peu d'hôpital de jour en addictologie dans un centre près de chez moi. D'accord. Mais ça a été encore une fois très très inutile parce qu'en fait, tout ce que je faisais, c'était aller faire le sport. Je faisais rien d'autre, j'y allais pas sinon. Donc ça a été encore plus la descente aux enfers, je pense. Mais bon, encore une fois, c'était un service d'addictologie, c'était pas un service d'anorexie. Il y avait que moi qui était comme ça là-bas, donc ils n'étaient pas habitués, je pense. Et donc ça, c'était à peu près février ou mars. Et mi-mars, je crois que ça s'est joué en 2 jours. On m'a même pas posé ma question. Mes parents ils m'ont dit, Déborah, demain on prend l'avion, on part à Lyon, on a une consultation. J'ai dit bon, d'accord. Je suis arrivée en consultation donc dans une clinique. Je sais pas si vous voulez que je donne le nom ou pas du tout. D'accord. Donc j'ai eu une consultation avec le psychiatre, le chef, on va dire, qui a de suite dit que oui, j'étais anorexique. On a de suite posé le diagnostic. Il voulait m'hospitaliser la semaine d'après, donc on était mi-mars, fin mars, quelque chose comme ça. J'ai réussi à négocier un petit peu parce qu'il y avait mon anniversaire qui arrivait, donc je voulais au moins passer mon anniversaire chez moi. Et donc mon anniversaire c'était le 4 avril et le 9 avril j'ai été hospitalisée. Donc en fait j'ai fait l'aller-retour Lyon pour la première consultation et après j'ai repris l'avion le 9 et je suis montée à Lyon et j'ai pu remis un pied en Corse jusqu'à août. D'accord, donc de avril à août 2019. Ouais. Voilà. Donc dans la même clinique, j'imagine? Ça aussi, ça a été une hospitalisation très mouvementée parce que au lieu de reprendre du poids comme il aurait fallu, j'ai un peu sombré là-bas parce que d'être enfermée dans une chambre, je pense que loin de tout ce que j'aimais, ça m'a fait beaucoup de mal. Donc j'ai perdu beaucoup trop de poids. Et du coup, j'ai été transférée au CHU de Lyon en renutrition intensive parce que là, ils m'ont sondé de force parce que en fait, à la clinique, je refusais la sonde. Et je crois qu'ils ne pouvaient pas, ils n'avaient pas le droit de me forcer. Alors qu'au CHU, ils m'ont vraiment forcé. J'avais des petits scotch autour de tous les endroits où on pouvait toucher sur la sonde pour être sûr que je ne les ai pas touchés, que je n'ai pas vidé la sonde. Ouais. J'étais constamment allongée sur mon lit. Je n'avais pas de salle de bain et j'avais la porte ouverte qui donnait sur le bureau des infirmières. Le jour, la nuit, tout le temps. D'accord. Donc, en fait, j'ai été surveillée constamment et je suis restée là-bas pendant 10 jours. J'avais même pas le droit de me lever de mon lit. C'était vraiment parce que j'étais vraiment trop bas, quoi. Je tenais vraiment plus debout. Et donc, la prise en charge sur le plan psychologique, elle était comment à ce moment-là de l'hospitalisation? Est-ce que tu t'es sentie soutenue? Alors du coup, à la clinique, on avait les psychologues, les psychiatres qui venaient nous voir dans la chambre parce que à la clinique, il faut savoir que les 5 premières semaines, on est enfermé dans notre chambre et on ne voit pas les patients extérieurs, on ne sort pas en fait, on n'a pas le droit de sortir de la chambre. D'accord. Après, sur les 5 semaines, j'ai eu 2 visites de mes parents pendant 4 heures un samedi après-midi. D'accord. Donc voilà. On voit les infirmiers qui rentrent dans les chambres et qui sortent, les plateaux qui rentrent dans les chambres et qui sortent. Et après, psychologue et psychiatre. Et sinon, après, du coup, au CHU, là-bas, j'ai pas eu de psychologue, psychiatre, tout ça. C'était vraiment en renutrition, histoire que je tienne debout, quoi. Pour les 10 jours, ouais.
Et après, au bout des 10 jours, je suis retournée à la clinique. Et à partir de là, par contre, comme je tenais debout, j'ai pu sortir de ma chambre. Et petit à petit, en fait, après, plus on évolue dans le soin, plus on a des autorisations. Mais bon, il faut savoir que c'est quand même vraiment coupé du monde parce que quand je vous dis que 5 semaines, on est dans notre chambre, c'est 5 semaines, j'avais pas de téléphone, pas d'internet. Donc en fait, même mon copain qui m'attendait en Corse, je pouvais pas avoir contact avec lui, à part les 2 dernières semaines sur les 5 semaines où j'avais le droit de lui écrire des lettres qui étaient lues par les infirmières. Je me rappelle que j'ai eu une lettre qui a été refusée parce que je parlais trop de ma maladie dedans, et ils n'ont pas voulu l'envoyer. Enfin, c'était vraiment... J'ai écrit des lettres. Difficile. Donc Voilà. cet isolement, tu l'as plutôt mal vécu ou comment? Est-ce que tu as l'impression qu'il t'a servi à quelque chose ou finalement? Non, franchement, c'est triste parce que j'ai rien contre cette clinique. Je pense que c'est des excellents psychiatres, tout ça. Mais moi personnellement, ça m'a traumatisée. À l'heure actuelle, j'arrive pas à rester enfermée une journée à regarder la télé. Parce que j'ai été enfermée des journées entières à regarder la télé et maintenant je... C'est vrai que c'est assez aléatoire, hein, selon les patients. Il y en a qui disent que ça leur sert, d'autres qui sont vraiment traumatisés par ça. Il y en a, ils ressortent, ils ont lu plein de livres, ils se sont trouvés une passion pour la peinture, le dessin, tout ça. Et moi, maintenant, on me met plus une feuille et un stylo dans la main. J'arrive pas à dessiner, j'aime pas ça. J'arrive pas à lire un livre, j'aime pas ça. Enfin, ça m'a repoussée. Ouais. Et alors après, c'est vraiment aléatoire, je pense. Ouais. Après cette phase donc de 10 jours très difficile, une fois après être retournée, la prise en charge psychologique, elle t'a paru adaptée? Est-ce que ça t'a aidé à te sentir mieux? Je pense qu'il y a énormément de choses qui sont ressorties, même si honnêtement il y a rien à ressortir sur mon histoire passée parce que je trouve que mon passé est très normal et j'ai pas de traumatisme, j'ai rien dans mon passé. En fait, pour moi encore à l'heure actuelle, ma vie avant d'être hospitalisée, elle était parfaite. Mes frères ne trouvent pas de traumatisme dans mon passé parce que pour moi tout va bien, enfin tout allait bien. Mais après voilà, ils ont appuyé sur pas mal de choses. Ils m'ont fait discuter avec ma famille. Enfin, au final, on s'est rapproché avec ma famille. Avec mon copain, ça a été plus compliqué, même s'il a été là pendant les 4 mois d'hospitalisation. Il est venu me voir dès qu'il a pu. Il est venu avec mes parents. Quand j'étais même au CHU, dans un état pitoyable, il est venu me voir. Lui aussi, il a pris les avions alors qu'il travaillait. Voilà. Et donc chez les jeunes personnes, on dit que la thérapie familiale est d'un grand secours souvent. Est-ce que tu as eu ça, une thérapie familiale qui a été conduite? Une thérapie familiale, j'ai eu ça du coup plus par lettre au départ. D'accord. Parce que je n'avais pas trop le droit de voir mes parents. Après, sur les 4 mois, on a eu une consultation vers la fin qui a été thérapie familiale où on était avec mes parents. Ma sœur n'était pas là, parce qu'il faut savoir que ma petite sœur, sur les 4 mois d'hospitalisation, elle est venue me voir une fois. Elle n'est pas venue sinon, mais je pense qu'en fait, à partir du moment où elle a appris que j'étais sondée, elle voulait surtout pas voir ça, je pense. D'accord. Donc voilà. Donc j'ai eu une thérapie familiale avec mes parents, donc ça a beaucoup aidé mes parents, je pense. Parce qu'on leur a posé plein de questions, mais d'un autre côté, ça les a aussi desservis dans le sens où on leur a posé tellement de questions qu'après, je pense que ça a tourné des jours, et encore à l'heure actuelle, dans leur tête, ils cherchent à savoir où est le problème, en fait. Mais on le trouve pas. Ouais. D'accord. Donc voilà. Et maintenant, à l'heure actuelle, après, je sais pas si on va parler de l'évolution, mais à l'heure actuelle, on fait une thérapie familiale, par contre. En ce moment, il n'y a plus de thérapie? Non, il y en a une, justement. Il y en a une, pardon, parce que j'ai quelques coupures, alors c'est pour ça que je fais répéter. Oui, il y a une thérapie familiale en ce moment. D'accord. Okay. À raison de combien de séances, à quelle fréquence? Alors, la thérapie familiale, elle dure depuis le mois d'août. D'accord. Et moi, je vois la psychiatre seule une fois par semaine environ.
Et mes parents la voient seule, on va dire, une fois par mois. Ouais. Et après, on a déjà eu, depuis le mois d'août, on a eu 5 ou 6 entretiens, je pense, familiaux. Et souvent, les entretiens familiaux, ma psychiatre fait intervenir un psychiatre de Paris, je crois qu'il est de Paris, en visioconférence, et c'est lui aussi qui nous pose des questions. Enfin, ils essaient vraiment de travailler sur notre cas pour essayer de voir ce qui bloque. Et du coup, actuellement, je suis aussi en hôpital de jour. Hein. D'accord. Et Ça, pour parler de ça se passe comment, l'hôpital de jour? C'est combien de fois par semaine? J'y vais plusieurs après-midi par semaine. D'accord. On fait des activités, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, style photolangage, on parle beaucoup avec les infirmières, sophrologie, des choses comme ça. Il y a beaucoup de thérapies psychocorporelles qui aident les patients à reprendre un petit peu les sensations agréables avec le corps. Ouais, bah ouais, mais là, les sensations avec le corps, on ne les travaille pas trop, parce qu'encore une fois, c'est un hôpital de jour. C'est pas le même que le premier que je vous ai parlé, mais c'est un hôpital d'addictologie. Enfin, c'est un hôpital psychiatrique. Et là, c'est dans le service d'addictologie, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de spécialiste en anorexie en Corse. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on dit souvent que les troubles du comportement alimentaire, ils fonctionnent comme des addictions, en fait. Enfin, moi, de ce que j'ai pu lire, il y a beaucoup d'ouvrages où on en parle. Ouais. Donc sur les mécanismes neuro-hormonaux, ça fonctionne vraiment comme ça. Et il y a des modèles animaux aussi qui ont été validés comme ceci, avec des rats notamment. Donc c'est pour ça qu'il y a des services d'addictologie qui peuvent intervenir également dans ce type de troubles. Donc toi, tu as eu une sonde pendant plusieurs mois jusqu'en août 2019. Depuis, tu n'as pas eu à être sondée de nouveau? Si. En fait, quand je suis revenue de Lyon, du coup, j'essaie de raconter un peu. Quand je suis revenue de Lyon, j'ai cru que tout allait être parfait. Déjà, je pense que j'ai quitté Lyon beaucoup trop tôt, mais je pense que l'appel de chez moi était trop fort, hein, donc j'ai tout fait pour rentrer chez moi. Et quand je suis rentrée, ça a été le choc, parce que, en fait, déjà, je me suis séparée de mon copain 2 jours avant de rentrer. D'accord. Donc j'avais plus de copains. Donc ce que j'avais avant, avec la personne avec qui je passais mes journées entières, n'était plus là. Oui. J'avais plus la force de monter ma jument que je montais plusieurs heures. Enfin, je montais à cheval plusieurs heures par jour avant. Je suis revenue, je pouvais plus monter à cheval. Donc j'avais perdu tout ça. Ma sœur, elle a pris peur, donc c'était très très compliqué. Elle voulait pas que je rentre parce que pour elle j'étais pas guérie, et elle avait raison. Mais voilà. Et la plupart de mes amis n'étaient plus là. Donc encore une fois, je pense qu'eux aussi ont eu peur. Et il y a aussi le fait que pendant 4 mois sans téléphone, on parle à personne pendant 4 mois, on revient comme une sœur, les gens ils comprennent pas forcément quoi. Donc finalement, l'isolement qu'on t'a imposé t'a isolé encore plus de tes proches et de tes amis. Ouais, je pense que ma vie avant l'hôpital et ma vie après l'hôpital, il n'y a rien à voir. D'accord. Et alors, j'ai pas tenu le coup, donc pour continuer l'histoire, j'ai fait en sorte que ça aille. C'est très bien allé. Je pensais être bien et que j'allais aller mieux. Donc c'était en août, mais en janvier, ça a été la rechute. Et janvier, j'ai été hospitalisée encore une fois 1 semaine, mais en psychiatrie à Ajaccio. D'accord. Ça a été, comme à chaque fois que je rentre dans les hôpitaux, ça a été une catastrophe. Au lieu de maintenir mon poids, aller mieux, reprendre du poids, j'ai perdu. Donc ils m'ont gardé 1 semaine et comme ils n'étaient pas spécialisés en anorexie, ils m'ont carrément envoyé à Nice. Oui. Et là, ils m'ont re-sondé encore une fois. Mais comme je ne voulais pas de cette sonde, j'ai refusé. Et au bout d'1 semaine, j'ai fait mes valises et je suis partie. Donc, et depuis, je refuse de
tous les soins médicaux. Je veux plus être hospitalisée, je veux plus aller en clinique, je veux plus. D'accord. Et là, tu suis toujours l'hôpital de jour ou plus du tout? Oui. Ça, je Tu suis. ne veux plus être en hôpital à temps complet? Voilà, je veux plus être en hôpital à temps complet. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que je pense que c'est mon côté orthorexie. Hein. C'est que en mangeant ce que moi je fais et ce que moi je veux bien, que j'arrive à me maintenir un minimum. Dès que je vais quelque part, au lieu que ça m'aide, même si je pense que ça m'aide au fond, enfin c'est censé aider à un moment donné, mais en fait je perds du poids parce que je suis incapable de manger ce que les autres me préparent. Donc, Oui, tu veux pas que quelqu'un prenne le contrôle à ta place, en fait. Ouais, parce qu'en fait il faut savoir que depuis Nice, quand j'ai fait mes valises et que je suis rentrée, j'ai même pas réussi à retourner chez mes parents. J'ai pris un appartement, enfin mes parents m'ont pris un appartement parce que je suis pas indépendante financièrement. Ils m'ont pris un appartement et ils m'ont laissé faire comme j'ai pu chez moi parce que j'arrive même plus à... Enfin, c'est n'importe quoi, les pauvres, ils en souffrent énormément. Ils n'ont pas mangé avec moi depuis des mois et des mois. Et même pour Noël, j'ai pas été capable de manger avec eux. C'est difficile. C'est difficile. Qu'est-ce que tu ferais comme bilan là en ce moment? Tu as l'impression d'en être où dans ce trouble alimentaire? Est-ce que tu as quand même l'impression d'avoir progressé par rapport à l'hospitalisation? Non. Non, franchement, on va pas dire que c'est positif. Hein. Là, je suis un peu j'ai un peu envie de baisser les bras parce que je pense que ça fait presque 3 ans que je supporte. Et en fait, c'est démoralisant d'avoir l'espoir que tout va aller bien et au final, plus ça va, moins ça va. Donc, c'est très démoralisant, je pense. Mais bon, je suis quand même suivie, je tiens le coup. On se dit, on ne sait jamais, peut-être qu'à un moment donné, ça ira. Mais je suis plus pessimiste que optimiste actuellement. Il ne faut pas baisser les bras surtout, hein, c'est ça qui est important. Il ne faut jamais abandonner. Et puis il y a un moment, il y aura des déclics. J'espère vraiment que ça va se décanter au fur et à mesure de l'avancée des soins, des recherches. En plus, je refuse de... En fait, j'ai un problème avec les médicaments, tout ça, et je refuse tous les antidépresseurs, toutes les choses comme ça, et je pense que du coup, ça aide pas, mais il y a un blocage avec ça, quoi. Et sur le plan du moral, tu te sens du coup... Mais le moral, encore une fois, comme je le disais avant d'être hospitalisée, la dépression, je savais pas ce que c'était. À l'heure actuelle, la dépression, je pense qu'elle est plus que là. Hein. Enfin, en fait, je pense pas. Ma psychiatre le dit, mes psychologues le disent. Je suis bien en dépression. Et là, le Covid, ça a fait que m'enfoncer encore. Ça accentue l'anxiété des personnes en trouble alimentaire, effectivement. Mais c'est même pas que ça a accentué mon problème vis-à-vis de la du virus. C'est que le fait que j'avais un rythme à peu près qui allait, je me levais le matin pour aller en cours, pour faire des choses comme ça. À partir du moment où je me suis plus levée pour aller en cours, j'en suis à me réveiller les 14h30 des fois. D'accord. Parce que je me suis totalement décalée. Ouais. J'ai plus un rythme de vie normal. J'y arrive plus. Enfin, vous avez vu quelle heure il est? Oui, c'est pas évident. Je vis en décalé. Nous arrivons à la fin de cette première partie. Je remercie Déborah pour son témoignage et nous allons la retrouver dans une deuxième partie pour la fin de son témoignage. En attendant, abonnez-vous pour ne rien rater et partagez, mettez un pouce bleu. Merci.